Merci, bonjour à tous. Je suis Jean-Philippe Bay, je suis en charge du business development d'Axanta, société que j'ai rejoint il y a un an et précédemment j'étais assis à votre place certainement. Pour certains d'entre vous, j'ai passé 15 ans dans le domaine de l'investissement immobilier, notamment au sein de La Française et au sein de Colonie Capital. Je suis ravi de passer cette petite heure avec vous pour parler de géothermie et de décarbonation en ce lundi matin. Je vais orienter le webinaire en deux parties. Je vais, en première partie, revenir sur le contexte de la décarbonation du secteur immobilier, les enjeux notamment, quelles sont les solutions et surtout quelles sont les problématiques de financement de cette décarbonation. Et puis, dans un second temps, je présenterai rapidement Axanta et je détaillerai sur notre solution de géothermie que nous appelons le géostockage et qui permettra d'illustrer une solution possible pour décarboner vos bâtiments. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je reviens sur un chiffre fondamental qui est le niveau d'émissions de CO2 en France du secteur du bâtiment. Il est de 28%. C'est le deuxième secteur le plus émetteur de CO2 après le transport. Et on n'est pas loin du transport, hein, puisque le transport pèse 30%, le bâtiment représente 28%. Donc, c'est vraiment loin devant les deux secteurs les plus émetteurs. Le troisième secteur étant la partie agriculture, et vous voyez même l'industrie n'est qu'à 17%, donc autour de la moitié de ce que nous émettons dans le secteur du bâtiment. C'est véritablement un secteur sur lequel les moyens d'action et de décarbonation sont fondamentaux pour l'avenir de notre planète. Et je fais un focus ici, quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. Axanta se focalise sur la décarbonation par la fonction thermique du bâtiment. Donc, on regarde uniquement la partie chauffage et climatisation. Et pourquoi on se concentre là-dessus? Quand on regarde un petit peu les chiffres que vous avez devant vous, que représente cette fonction chauffage et climatisation du bâtiment? Premièrement, on part du secteur à gauche de cette slide, on part du secteur en lui-même, donc 28% des émissions, le secteur immobilier. Et puis après, les émissions de CO2, il y a deux grandes parties. Il y a la partie de l'enveloppe, de la construction et de la rénovation, donc, et l'usage. Et en fait, l'usage, l'exploitation du bâtiment représente jusqu'à 80% des émissions de CO2. Ça dépend bien sûr du type de bâtiment, ça dépend aussi du référentiel de durée qu'on fait pour les études. En général, la notion communément acceptée, c'est de prendre la demi-vie du bâtiment. Donc, on prend en exploitation sur des durées autour de 50 ans en général, maximum. Et donc, ces calculs montrent que le pourcentage des émissions de CO2 représenté par l'exploitation va jusqu'à 80%. Et dans cette exploitation, dans cet usage, clairement, le premier poste d'émissions de CO2, c'est le chauffage et la climatisation, qui représentent jusqu'à 75%. Alors, bien entendu, ce sont des chiffres qui dépendent des secteurs, du type, des classes d'actifs, mais globalement, quand on fait la multiplication de ces trois chiffres, on arrive à la conclusion que le chauffage et la climatisation représentent environ 15% des émissions de CO2 en France. Donc, on voit bien l'enjeu ici, il est clairement posé. C'est un enjeu considérable de s'attaquer à l'optimisation, la décarbonation de cette fonction chauffage et climatisation dans nos bâtiments. Et d'ailleurs,
C'est un chiffre qui est désormais communément établi et dont l'enjeu est bien identifié par l'ensemble des acteurs, y compris le gouvernement. Alors, je ne vais pas passer en détail les différentes lois qui s'affichent à cet écran. Simplement ici, l'objet est de rappeler le cadre légal qui s'est accéléré ces dernières années et il est extrêmement ambitieux et il incite chacun d'entre nous, acteurs de l'immobilier, à passer à l'action. Alors, bien entendu, vous avez tous en tête désormais le décret tertiaire. C'est quelque chose, la plateforme Opéra est votre nouvel ami. Je pense que ce qui est important de garder en tête, c'est ce chiffre cible de 60% de réduction des consommations énergétiques à horizon 2050. On y reviendra. C'est un défi considérable, notamment pour, pas, bien entendu, pas pour les immeubles neufs, mais pour les immeubles, tout le parc ancien. Et on reviendra sur cet enjeu, notamment sur le financement. Dans le domaine du logement, bah, clairement, les étiquettes sont passées désormais dans notre vocabulaire quotidien avec la loi climat et résilience. On voit que le niveau G arrive à grands pas sur l'application au 1er janvier 2025 et on voit bien que c'est d'interdiction de louer dès le 1er janvier 2025 et on voit bien pour la partie logement collectif qui vous intéresse certainement tous, c'est un énorme défi. La loi RE 2020, clairement, donne une impulsion très, très forte pour tous les bâtiments neufs et donc un enjeu de plus du tout installer de chaudière à gaz et donc de trouver des alternatives systématiquement et surtout un enjeu de refroidissement des bâtiments. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui va aller croissant pour l'avenir. Et enfin, le dernier bloc, c'est le décret Bax, qui est peut-être moins connu, qui oblige, qui impose l'utilisation d'une GTB de classe A et B à partir du 1er janvier 2025 sur quasiment tous les bâtiments maintenant, puisque la réglementation s'applique sur des puissances de 70 kW. Ce décret est passé la semaine dernière et d'ailleurs nous faisons un webinar prochainement le 20 juin prochain spécifiquement sur ce décret Bax et ses conséquences. Donc si vous avez des questions, qui n'est pas du tout l'objet ce matin, mais si vous avez des questions en la matière, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, alors une fois que j'ai rappelé ce cadre, combien ça coûte tout ça? Alors, ici, vous avez un calcul de projection qui estime que la rénovation du parc immobilier, on peut l'estimer à 550 milliards d'euros pour atteindre au mieux, suivant les solutions traditionnelles actuelles, 50% d'économie d'énergie, c'est-à-dire même pas le seuil, le troisième niveau du décret tertiaire tel que nous l'avons vu. Et j'ai fait ce calcul pour vraiment marquer les esprits. Alors, il peut être contesté, on va regarder sur quoi il se fonde, mais 550 milliards d'euros, c'est 20% du PIB français. Donc, comment on peut avoir cette approche? Vous avez ici une analyse des contrats de performance énergétique qui sont les contrats d'engagement de long terme entre un client et un prestataire qui permet d'établir des objectifs de performance énergétique suivant les solutions mises en œuvre et sur le long terme. Donc, vous avez en ordonnée de cet axe les économies d'énergie visées à travers ces contrats et en abscisse, vous avez les économies d'énergie visées à l'horizontale et en ordonnée à la verticale, vous avez le montant investi par unité de surface, donc le montant en euros par mètre carré.
Donc, vous avez un nuage de points suivant les solutions retenues, et notamment le nuage de points gris au centre et bleu foncé en haut. Vous voyez bien que l'approche traditionnelle qui consiste à faire une réhabilitation lourde, une réhabilitation énergétique avec classique, isolation intérieure, extérieure, changement des huileries, etc. On est sur des niveaux d'économie d'énergie à 50%, hein, dans le meilleur des cas, sachant que quand on fait des rénovations de l'enveloppe, on n'a pas une garantie dans le temps de la persistance des économies réalisées, parce qu'il y a une usure naturelle des éléments d'isolation qui peuvent aller très très vite, hein. Certaines études montrent des réductions de 30 à 50% à horizon de 10 ans de l'efficacité des isolants. Donc, on voit bien qu'ici, on a un véritable défi, et pour autant, le coût, on est dans des solutions qui sont entre 500 € et jusqu'à 1100 € du mètre carré. Et là, on a véritablement une problématique de financement, parce que si on prend la moyenne, c'est ce qui est indiqué dans la note de bas de page pour arriver à ce calcul, c'est que si on prend la moyenne de 500 € du mètre carré pour cette réhabilitation, appliquée aux 1100 millions de mètres carrés qui correspondent à la surface totale estimée des immeubles de plus de 1000 mètres carrés, on arrive à ce chiffre de 550 milliards d'euros pour assurer le financement de cette rénovation lourde sur l'ensemble du parc immobilier, pour atteindre, dans le meilleur des cas, 50% d'économie d'énergie. Donc, le montant est colossal, et on est en deçà de l'objectif imposé par le décret tertiaire, le 3e niveau. Donc ici, on a véritablement une problématique de changer l'approche traditionnelle pour décarboner nos bâtiments. Le deuxième élément de contexte sur lequel je voulais revenir avec vous ce matin, et c'est quelque chose que vous avez certainement en tête, c'est la répartition des consommations, et surtout comme des consommations pour la thermie des bâtiments, donc le chauffage et la climatisation des bâtiments, et quelles sont les sources d'énergie utilisées pour ce faire. Donc, à gauche, vous avez sur les 3 principaux blocs de type de bâtiment, le tertiaire, le logement collectif et l'industrie. En gros, on exclut tout le logement individuel. La consommation globale est de 300 TWh, 318 très exactement en 2020, donc c'est l'ordre de grandeur. Sur la manière dont cette thermie est produite, aujourd'hui, force est de constater que le gaz représente toujours 57% de la production. Deuxième poste, c'est 28% l'électricité. Et enfin, les autres types de production, dont le chauffage urbain et la biomasse, représentent 14%. La géothermie ne pèse que 1% dans cet ensemble. Donc, il est clair que force est de constater que ce n'est pas aujourd'hui une solution qui est très fortement utilisée. Et c'est bien dommage. Nous sommes en retard, et nous allons voir comment rattraper ce retard. Et surtout, on voit bien que la dynamique qui est donnée par le gouvernement est très très forte, puisqu'aujourd'hui, en février dernier, le ministère de la Transition énergétique a publié un rapport et surtout un plan de géothermie, et c'était fait en collaboration avec le Haut Commissariat au Plan, qui donnait un certain nombre de directives pour donner une impulsion très forte sur le développement de la géothermie, et qui estimait que cette géothermie pouvait représenter 100 TWh sur la capacité de production de chaleur à horizon 2040.
100 TWh, si on le compare au chiffre de 318 TWh que nous avons vu, c'est 31% des besoins thermiques actuels du tertiaire, du logement collectif et de l'industrie. Donc on voit bien que la place qui est donnée à la géothermie d'une manière générale pour la fonction thermique des bâtiments par l'administration et les pouvoirs publics est extrêmement importante. Et donc, c'est très intéressant parce que il y a un certain nombre de subventions qui sont aujourd'hui disponibles, notamment grâce au fonds chaleur qui permet de subventionner une partie significative des investissements qui sont nécessaires. On voit bien que cette dynamique est là, qu'elle est souhaitée, appelée à se développer par les pouvoirs publics qui soutiendront financièrement les initiatives dans les prochaines années. Et donc, c'est particulièrement intéressant de regarder ce souhait et ce vœu des autorités quand on regarde l'application des chiffres que nous avons vus, les 550 milliards d'euros estimés pour la rénovation du parc immobilier. On voit bien que aujourd'hui, il faut regarder ces solutions de géothermie lorsqu'on rénove, lorsqu'on construit des bâtiments, parce que c'est quelque chose qui a un potentiel considérable. Et j'espère que dans la deuxième partie de la présentation, vous serez convaincus que ces solutions fonctionnent et qu'elles sont facilement déployables. Je vais peut-être faire une petite pause pour prendre une ou deux questions dans l'assistance, si vous en avez déjà sur cette partie du contexte du marché. Je sais que Justine était plutôt favorable à faire des pauses et avoir des instants de respiration. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade dans l'assistance? Des messages? Je regarde. Je ne vois rien. Donc, ce que je propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet sur la présentation des solutions développées par Axanta. Donc, pardonnez-moi. Donc, déjà en quelques mots, qui est Axanta? Ben, Axanta est une société indépendante détenue à 60% par sa direction et par ses fondateurs. Créé en 2016, Axanta a consacré ses 3 premières années à la R&D dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement dans le secteur de la géothermie. Et notre ambition est de devenir la référence en matière de décarbonation thermique de l'immobilier. Donc, on va proposer des solutions pour décarboner des bâtiments par la fonction thermique, c'est-à-dire le chauffage et la climatisation des bâtiments. Donc, vous voyez à droite de l'écran la composition du comité de direction et je vais passer quelques secondes sur les 3 cofondateurs, c'est toujours intéressant. Donc, vous avez Pierre Trémolière qui est notre directeur général, le principal cofondateur, qui est un serial entrepreneur qui a notamment précédemment eu un succès dans le e-commerce. Et Philippe Bruyant est son partenaire de précédentes expériences et il est en charge de la partie digitale chez nous. Et enfin, ils se sont associés à Marine Dokesh-Hassin qui est notre CEO et qui a passé 20 ans chez Veolia. Donc, c'est l'association véritablement d'abord d'une vision, l'association d'une expertise dans le domaine digital et d'une expertise dans le domaine de l'infrastructure de l'énergie et notamment dans le domaine du forage et des contrats de long terme avec les clients sur la fourniture énergétique.
Nous avons 2 partenaires de référence, à notre capital, dont le groupe Eren, qui est, actionnaire à hauteur de 19. Le groupe Eren est un groupe, spécialisé dans l'investissement, dans le secteur de l'énergie. Il a notamment, déployé et participé dans les années 70-80 à l'invention même du concept d'énergie renouvelable en France et il a participé au développement du parc éolien pour le groupe EDF. Et puis, dans un second temps, il a participé de la même manière via une joint venture au développement du parc éolien pour Total Energy. Et ce partenariat est en train vient de se terminer et Eren a une capacité financière significative et nous accompagne dans le développement de notre offre en géothermie et notamment dans le développement de l'infrastructure pour financer auprès de nos clients les infrastructures nécessaires à mettre en place ces solutions. Vous avez quelques chiffres au centre de l'écran. Aujourd'hui, nous avons 8 millions de mètres carrés déployés en production, euh, protégés par 4 brevets et pas certificats comme inscrit ici. Désolé pour la petite coquille. Nous maintenons 30% de nos effectifs en R&D et aujourd'hui, nous avons plus de 150 employés. Nous sommes en train de finaliser un nouvel renfort de notre capital pour assurer et maintenir notre développement qui est très fort. Et enfin, je signalais tout à l'heure le fait que la R&D était très importante chez nous. Nous travaillons en partenariat avec l'école polytechnique, l'école des mines, BRGM, qui est l'administration en charge de toute l'analyse du sous-sol, et d'autres universités pour maintenir nos solutions vraiment à jour et à la pointe, notamment dans la partie digitale, qui est une partie très intelligente, très importante, puisque nous utilisons l'intelligence artificielle pour optimiser les solutions que nous proposons à nos clients. Alors, justement, sur la technologie, nous en avons aujourd'hui 2 principales. Notre approche, c'est dans une première partie, c'est optimiser la demande de consommation énergétique. Donc là, nous avons des solutions logicielles qui consistent à déployer des systèmes de pilotage ou de conduite des infrastructures installées, notamment à partir de la GTB. La GTB, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez un certain nombre de gens qui vous proposent un matériel superbe, qui vous l'installent dans vos bâtiments, mais dont la caractéristique, c'est une fois installé, qu'ils partent en courant. Et donc, il y a beaucoup de gens parmi vous, vous êtes un peu déroutés parce que ces GTB sont sous-employés, sont mal employés et sont confiés aux mainteneurs dont le niveau de formation n'est pas en ligne avec la complexité de ce matériel. Donc, nous adaptons à tout type de GTB et nous proposons des solutions de conduite de ces GTB, la gestion technique du bâtiment. Et ce faisant, nous arrivons à des niveaux de résultats assez incroyables parce que la plupart des bâtiments sont mal réglés, mal optimisés, jusqu'à 40% des économies réalisées avec des investissements extrêmement faibles, simplement pour la mise en place d'outils de conduite et de pilotage. Ce n'est pas l'objet de notre échange ce matin. L'objet de notre échange, c'est le deuxième bloc, c'est la décarbonation de la production avec des solutions d'infrastructure en sous-sol. Vous voyez ici ce qu'on appelle les champs de sonde, j'y reviendrai, qui sont des déploiements en sous-sol de solutions de géothermie que nous allons voir et qui permettent d'économiser jusqu'à 80% des consommations et de décarboner jusqu'à 95%. Alors, comment fait-on ça? Déjà, je vais revenir sur les principales géothermies aujourd'hui, puisque il y en a au moins 4 grandes familles.
Je vais revenir rapidement pour planter le décor et le contexte. À droite, vous avez la géothermie profonde qui va jusqu'à 5000 mètres de profondeur pour aller extraire de la chaleur jusqu'à 200 degrés. Et donc, ce faisant, là, on produit direct, on fait tourner des turbines et on produit directement de l'électricité. Ça, c'est vraiment la géothermie profonde. Elle est pas accessible, elle nécessite des investissements tout à fait significatifs et surtout, il faut trouver la source. Donc, elle est très, très sélective et ce n'est pas du tout ce que nous faisons, mais c'est important de fixer le contexte. Vous avez au centre ici la géothermie de moyenne et haute énergie qui va jusqu'à 4000 mètres et qui va récupérer de l'eau à 80 degrés et cette eau qui va récupérer de la chaleur pardon, à 80 degrés. Et cette chaleur à 80 degrés permet directement de chauffer le bâtiment. C'est notamment la technique utilisée Paris 15e, et peut-être vous connaissez ce bâtiment, le bâtiment Cristal, qui a appartenu pendant quelques années à Allianz et qui vient de changer de propriétaire et qui utilise cette technologie. La principale difficulté, c'est d'avoir une source et les investissements sont également assez significatifs. Enfin, vous avez la géothermie dite de minime importance, c'est celle sur laquelle nous concentrons chez Axanta. Et ici, donc à gauche de ce diagramme, et ici, vous avez deux grandes catégories de géothermie. La première, c'est celle que vous avez à l'extrême gauche, c'est la géothermie sur nappe. Donc, elle va en général jusqu'à 200 mètres de profondeur et il va interagir avec une nappe d'eau souterraine pour extraire de la chaleur à 15 degrés et renvoyer cette eau un peu plus fraîche dans la nappe. Donc ça, c'est la géothermie sur nappe. Et la deuxième catégorie, c'est la géothermie sur sonde. C'est celle que nous utilisons. Et là, il n'y a pas d'interaction avec une source. Donc, on utilise simplement le volume de roche qui est, et là également, nous allons jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et on utilise simplement le volume de roche ambiant qui est en moyenne autour de 15 degrés jusqu'à 200 mètres pour se servir de cette réserve de chaleur et l'exploiter au mieux. Donc, nous inscrivons chez Axanta sur cette géothermie, c'est-à-dire la géothermie de minime importance, 200 mètres de profondeur, et sur sonde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction par rapport à la géothermie sur nappe. Alors, comment ça fonctionne? Nous avons mis au point une technologie qui s'appelle le géostockage et qui consiste à utiliser le sous-sol comme une pile thermique. Donc, en fait, on va utiliser la chaleur de l'été pour stocker cette chaleur dans le sous-sol et pour restituer cette chaleur pendant l'hiver pour chauffer nos bâtiments. Et de la même manière, sur la partie climatisation, on va utiliser le froid de l'hiver pour le stocker dans le sous-sol et le restituer l'été pour refroidir les bâtiments. Donc vraiment, cette fonction joue à la fois sur le chauffage et sur la climatisation des bâtiments. Donc le champ de sonde est déployé sous le bâtiment, c'est le champ de sonde, je vais revenir quelques slides en arrière. Donc, vous voyez ce qu'on appelle le champ de sonde. C'est ces forages que nous faisons jusqu'à 200 mètres de profondeur et qui est soit sous le bâtiment, soit autour du bâtiment et qui permet d'utiliser ce réseau. Alors, on utilise de ce fait, le sous-sol est utilisé comme une batterie thermique, mais ça c'est la grande avancée technologique, c'est qu'on n'interagit pas avec une source ou une nappe existante, on utilise simplement le volume de roche qui est là, sous nos pieds, directement accessible,
qui est universel, puisqu'environ 97% du territoire est éligible à cette technologie. Et ce que nous faisons, c'est, comme vous le voyez sur cette slide, à gauche, nous récupérons la thermie renouvelable qui est produite par le bâtiment. Donc, notamment, nous récupérons la chaleur fatale des climatisations des systèmes. Donc, plutôt que de renvoyer, lorsque vous climatisez, vous extrayez de la chaleur d'un bâtiment pour le refroidir. Et cette chaleur, généralement, vous le renvoyez aux petits oiseaux. Dans le cas des pompes à chaleur aérothermiques, nous récupérons cette chaleur fatale pour la réinjecter dans le sol. Nous utilisons du solaire thermique, c'est-à-dire de l'eau chaude qui est chauffée en toiture des bâtiments et simplement par l'action du soleil en été, nous envoyons cette chaleur dans le sous-sol pour régénérer nos piles thermiques. Et nous faisons également ce qu'on appelle du power to heat, c'est-à-dire nous faisons fonctionner nos pompes à chaleur dans l'autre sens l'été, c'est-à-dire nous utilisons cette électricité qui est décotée l'été, qui coûte pas cher, et notamment on peut utiliser l'autoconsommation des panneaux photovoltaïques pour faire tourner les pompes à chaleur pour chauffer l'eau l'été et envoyer de l'eau chaude en circulation dans notre champ de sonde pour stocker cette chaleur qu'on utilisera après pendant l'hiver. Et donc, vous voyez bien le stockage intersaisonnier. L'intérêt, c'est de se décaler, d'utiliser ce décalage de temps, de pouvoir stocker cette chaleur lorsqu'elle est produite ou elle peut être produite à faible coût pour la restituer 6 mois après, au moment de la saison de chauffe. Et c'est tout le principe et tout la puissance du géostockage qui utilise le sous-sol pour stocker de la chaleur de manière intersaisonnière ou de manière interjournalière, basé sur une basse température. On joue sur des températures qui oscillent entre 10 degrés et 15 degrés dans la circulation du réseau, du champ de sonde, et on déstocke cette capacité thermique en utilisant des pompes à chaleur qui peuvent être RO ou OO. Et donc, la pompe à chaleur RO est assez répandue désormais, mais la pompe à chaleur OO, c'est-à-dire celle qui utilise le champ de sonde géothermique, et elle a un rendement extrêmement puissant, extrêmement favorable, et nous permettent d'obtenir des réductions de consommation jusqu'à moins 85%. Alors, aujourd'hui, nos solutions, les 2 solutions que j'ai décrites sont déployées sur plus de 8 millions de mètres carrés en exploitation. Donc, ça fonctionne très, très bien. On a un recul désormais extrêmement fort sur un ensemble d'exploitations que vous avez ici à l'écran. Vous noterez que cette solution de géostockage s'applique pour tout type de bâtiment. Donc, on a des bâtiments de type logistique comme avec Prologis, on a des bâtiments de type bureau comme avec le siège d'Airbus à Toulouse, on a des bâtiments de type hôtellerie comme l'opération à ICAD à Aubervilliers que nous avons ouvert pendant l'hiver, qui est mis en fonctionnement. Ça s'applique aussi sur le logement collectif, ça s'applique sur le commerce, ça s'applique véritablement sur tout type de bâtiment. Premier point. Et deuxième point, ça s'applique en rénovation ou en bâtiment neuf. Donc, sur la construction, vous pouvez déployer le champ de sonde sous le bâtiment ou à côté du bâtiment. Et peut-être que je reviendrai si vous avez des questions sur la manière de déployer cette technologie. Et donc, rénovation ou bâtiment neuf, les 2 fonctionnent très bien. Vous avez ici du recul sur les résultats obtenus.
Donc, différents types de bâtiments. La solution sur Airbus est déployée depuis 2016. Sur le bâtiment Prologis, nous sommes à la 2e saison de chauffe. Vous avez des résultats entre 60 et 85%. Ça dépendait des objectifs qui sont déployés, des puissances déployées, etc. Mais dans tous les cas, nous sommes au-delà des objectifs de performance que nous avions définis dans le cadre des contrats de performance énergétique de long terme. Et nous sommes sur des niveaux de décarbonation, dans tous les cas, supérieurs à 80%. Et donc, nous sommes parfaitement en ligne avec l'objectif que nous avions fixé. Je signale sur le cas de Prologis, le bâtiment de 100 000 m² qui est construit à Moissy-Cramayel était le premier bâtiment neutre carbone en France. Et donc, il est 100% décarboné. Et donc, Prologis a fait un certain nombre d'évaluations sur quels étaient les différents contributeurs pour arriver à cette décarbonation totale du bâtiment. Et nous sommes le premier contributeur à 38% de cet objectif de décarbonation grâce à l'installation du géostockage sur ce bâtiment de 100 000 m². Et on obtient des niveaux de 70% d'économie d'énergie par rapport à une référence gaz. C'est-à-dire qu'on a toute une approche extrêmement documentée qui estime quelle aurait été la consommation si une chaudière à gaz avait été déployée dans le bâtiment. Alors, je reviens sur la réponse que donne le géostockage sur la partie finançable que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire ce poids de 550 milliards d'euros qui est estimé aujourd'hui pour le financement de la rénovation du parc immobilier. Vous avez le même graphique de tout à l'heure, hein, qui est l'étude sur la partie des contrats de performance énergétique, donc qui classe les rénovations je dirais, digitales, et c'est plutôt les solutions optimisées que nous avions évoquées, et puis la rénovation globale que nous avions évoquée avec des prix largement supérieurs à 500 € du mètre carré pour des niveaux d'efficacité entre 50 et 60%. Bah, utiliser le géostockage pour décarboner la production de la chaleur et de la climatisation est une solution qui est jusqu'à 10 fois moins chère qu'une rénovation classique, puisqu'on est sur des ordres de grandeur entre 80 et 150 € du mètre carré, et sur des niveaux largement supérieurs, puisqu'on est au-delà des 70%. Nous nous engageons dans nos contrats à des résultats de 80% de réduction de consommation sur le long terme. Donc, on voit bien ici que le géostockage que je viens de présenter rapidement est une solution qui répond au défi du financement de la décarbonation de nos immeubles, en tout cas de la fonction thermique de nos immeubles, puisqu'on offre des solutions qui sont plus efficaces et largement plus efficaces. Hein, dans le meilleur des cas, en rénovation traditionnelle, on est à 50% de réduction de consommation. Nous sommes au-delà des 70% et sur des niveaux de prix qui peuvent être 10 fois moins chers qu'une rénovation globale classique. Donc, on voit bien que l'impulsion qu'a appelé de ses voeux le gouvernement dans le plan de géothermie fait tout son sens quand on regarde ces données économiques, aussi bien en termes d'efficacité qu'en termes de niveau d'investissement nécessaire pour la rénovation du parc immobilier. En conclusion, je résume ici sur cette slide, et je vous laisse en prendre connaissance en même temps, les attraits du géostockage, qui est une technologie bas carbone, qui s'applique sur la quasi-totalité des immeubles. On a la principale contrainte, et peut-être j'y reviendrai dans les échanges et les questions,
dans quelques minutes, mais la principale contrainte, c'est pouvoir déployer le champ de sonde. Mais on a une éligibilité à 97% du territoire. Donc, il faut environ 10% de surface pour déployer le champ de sonde. Donc, on a des contraintes en milieu très urbain, mais on peut trouver toujours des solutions, sauf bien sûr dans le QCA parisien, certainement, mais on le voit bien avec l'exemple d'ICAD à Aubervilliers, on trouve toujours des solutions pour déployer ce champ de sonde sur une surface qui est nécessaire de 10% de la surface du plancher à chauffer ou à climatiser. Donc peut-être que je reviendrai sur ce point dans les échanges avec vous, dans les échanges avec les questions. Le deuxième point, c'est une protection contre la volatilité des prix de l'énergie, étant donné que nous baissons de 85% les consommations d'énergie, bah, vous avez une réduction du socle de volatilité extrêmement fort. Et deuxième point, pour faire fonctionner ce système, on n'utilise que l'électricité. Donc, on va avoir une bien plus faible dépendance à une volatilité à venir, notamment sur le gaz, qu'on croit très très forte. Le troisième point, c'est que grâce au pilotage en intelligence artificielle, et ce n'est pas l'objet ce matin, mais l'ensemble de nos solutions d'infrastructure géothermie sont pilotées par l'intelligence artificielle pour sans arrêt s'adapter à la météo, anticiper, faire des anticipations de consommation et surtout toujours s'adapter aux besoins du bâtiment. Et ça, c'est fondamental. Le confort doit être la priorité avant tout. Et enfin, ces solutions permettent de valoriser vos bâtiments puisque il fait partie intégrante du foncier et on a des durées de vie du champ de sonde qui sont supérieures à 70 ans et donc on a véritablement une solution stable dans le temps, garantie dans le temps et qui permet d'apporter des réductions de consommation à l'utilisateur et à vos locataires lorsque vous louez vos propres immeubles. Donc, on a véritablement des avantages cumulés qui sont significatifs. Et dans le cadre de la solution que nous proposons chez Axanta, nous intégrons trois éléments supplémentaires. La première, c'est une solution totalement intégrée. Donc, nous occupons de la conception, de la réalisation, de l'exécution et de la maintenance en partie du matériel. Donc, sur ces solutions très techniques et très technologiques, nous vous accompagnons de A à Z. Le deuxième point, c'est que nous nous proposons une garantie de performance dans le temps, des performances indiquées. Et donc, vous avez ici des réductions jusqu'à 80% de consommation et des réductions des émissions de CO2 jusqu'à 95%. Ce sont des éléments sur lesquels nous nous engageons dans le temps au travers de contrats de performance énergétique. Et troisième point, nous offrons des capacités de financement sur les installations qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de ces solutions de géostockage. Et donc, on arrive à certains de nos clients avec la proposition de s'occuper de l'intégralité de l'installation, de financer jusqu'à l'intégralité des installations également, d'offrir une garantie de performance dans le temps. Et donc, ça transforme véritablement la nature même de l'immeuble. Et c'est des choses que nous déployons aujourd'hui très largement. Et je serais ravi d'étudier des solutions dans le cadre de vos portefeuilles et des bâtiments dont vous êtes en charge. Voilà.